Eh bien bonjour à tous, nous voilà pour la nouvelle vidéo de révélation des plans, etc. de la rénovation qui se trouve derrière moi. Et du coup cette vidéo est en 3 étapes je pense. Une première partie sur les plans, comment c'était, quels ont été mes impératifs, les choses que j'étais obligé de prendre en compte et tout, etc. pour faire la rénovation. Une deuxième partie sur peut-être les matériaux, hein, enfin les choix des meubles, etc., d'où ça vient, à peu près combien ça a coûté, etc. etc. Et une dernière partie où je vais répondre aux questions que vous avez postées sous la vidéo de la rénovation en elle-même. Donc c'est parti. Donc du coup, nous voilà sur l'appartement qui a été designé en 3D, donc sur Sweet Home 3D. Sweet Home 3D qui est un logiciel libre, hein, qui est utilisable sur PC et Mac. Et où j'ai designé en fait à peu près tous les meubles moi-même pour que ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui. Et donc du coup on voit ici que donc du coup c'est exactement la même table, c'est exactement la même disposition. Tout avait été prévu entre guillemets en amont. Et donc du coup le plan que vous voyez au-dessus qui est ici, il reprend à peu près toutes les cotes, etc. De ce que j'avais pu mesurer dans l'appartement quand je l'ai visité pour la première fois. Enfin, quand j'ai décidé de faire des travaux. Donc du coup on voit que tout avait été pris et aussi, bon là il y a le toit, c'est pour ça. Et donc du coup ici, l'étage, comment ça avait été prévu d'être fait. Donc là c'est un peu compliqué de faire les mansardes sur ce logiciel, donc du coup j'ai dû bidouiller un peu avec un toit machin. Mais voilà, vous avez à peu près les plans de ce qui était prévu, j'avais même mis les tapis, etc. On va remettre le toit. Et on va descendre au niveau en dessous pour vous montrer comment tout ça a été fait. Donc du coup on arrive dans l'appartement, je trouve qu'il fait un peu plus petit en 3D que dans la vraie vie. Je ne sais pas trop pourquoi, pourtant j'ai essayé de jouer avec les angles, etc. mais je n'avais pas trop trouvé, donc voilà. Et donc du coup on voit, voilà. Donc du coup ici on voit que du coup le canapé, alors le canapé d'origine que j'avais déjà un canapé et finalement il était trop petit. Je vais vous montrer une photo tout de suite. Et en fait, c'est un canapé 2 places. En fait, c'est pas fait pour être un canapé de salon, c'est fait pour être un canapé d'attente, entre guillemets. Donc, du coup, j'ai racheté un autre canapé que j'ai eu sur un site internet français qui n'a pas de marque. Voilà, il n'y a pas de marque à ce canapé. C'est un canapé chinois, hein, voilà, qui vient de nos amis du pays du soleil levant. C'est le Japon, c'est pas grave. Et donc du coup la cuisine qui a été designée, donc qui est une cuisine Ikea, que j'ai designée sur le site de Ikea, et qui avait des éléments pour moi qui étaient entre guillemets obligatoires, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une grosse distance entre le feu et l'évier, parce que quand on regarde toutes les ergonomies de cuisine, enfin de cuisinistes, ils disent que c'est vraiment très important d'avoir un grand plan de travail et que le feu soit séparé de l'eau et aussi d'avoir l'ergonomie du chaud, froid, sec et préparation poubelle qui soit dans un ordre entre guillemets bien défini. C'est-à-dire qu'il faut que les poubelles soient proches de la zone de préparation. Donc moi j'ai 2 zones de préparation qui sont le plan de travail ici et le plan de travail ici. Et donc le stockage du garde-manger qui se trouve dans le placard ici. Le placard, pourquoi j'ai dû mettre un placard ici? En fait, tout simplement parce qu'il y avait un trou dans le mur où il y avait déjà un micro-placard et que c'était très compliqué de réussir à trouver un agencement qui fasse que ça soit facile d'aller accéder au creuset qu'il y avait dans le mur. Je pouvais coller un peu la cuisine contre le truc et tout, mais c'est pas forcément simple parce que le mur qui était derrière, parce que moi j'ai refait un mur pour que ça soit bien droit, bien simple et tout, etc. Et en fait, ce mur-là, il n'était pas droit du tout. Et en bas, il y avait les évacuations qui passaient. Et il y avait une espèce de coffrage qui faisait que c'était difficile en fait, de coller la cuisine au mur sans tout casser, en fait, sans tout refaire. Ce que je voulais pas faire parce que ça aurait pris trop de temps. Et vu que ce projet-là est quand même un projet de concision, ça veut dire que j'ai essayé de faire... j'avais pas un budget non plus extraordinaire, c'était un budget qui était assez limité et il fallait que je fasse des choix qui soient de prise de temps parce que je voulais pas que ça dure 6 ans et de coût. Ça veut dire que c'était beaucoup plus simple et moins coûteux entre guillemets de refaire un mur avec 10 cm derrière pour faire passer tous les câbles, etc., toute la flotte, tout ce qu'il fallait et avoir un mur bien droit pour pouvoir poser une cuisine que de devoir m'adapter à l'existant, quitte à ce que ça fasse quelque chose entre guillemets mieux, que ça fasse gagner 15 cm de profondeur.
Mais voilà, moi j'ai décidé de faire au plus simple, au plus rapide, et je pense que ça n'a pas été un mauvais choix parce que je pense qu'elle est assez réussie cette cuisine. Donc cette cuisine, c'est une cuisine entre guillemets premier prix, hein, parce que c'est une cuisine Ikea. Donc les cuisines Ikea, je sais pas si vous savez comment ça se passe, mais en gros, on a des caissons et après on vient mettre des façades par-dessus. Les caissons pour n'importe quelle cuisine, c'est les mêmes, donc en soi c'est pas vraiment premier prix. Mais après les façades et les poignées sont à choisir. Donc du coup, moi les façades, c'est les façades premier prix, c'est les moins chères. Je voulais une cuisine blanche, donc ça allait très bien. Je voulais pas une cuisine qui soit vernie, donc parfait. Et après, par contre, sur les poignées de porte, c'est pas les moins chères, c'est les poignées de porte que je trouvais jolies, qui allaient bien dans l'ambiance. Parce que du coup, l'ambiance et les inspirations de cet appartement, je vais vous les montrer tout de suite. En fait, c'était 3-4 couleurs, enfin 2-3 matières principales et 3-4 couleurs. Donc, les matières principales, c'était le bois, donc bois plutôt clair. C'était le gris, enfin le gris, non, le blanc et le noir. Ça veut dire que si vous regardez bien, il y a beaucoup de choses blanches et noires ou grises, donc qui sont entre deux, entre le blanc et le noir. C'est les couleurs principales, donc bois, blanc, noir, gris un petit peu, et inox. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ces tons-là, donc inox, noir, enfin métal noir ou noir, et voilà, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, si on prend l'inspiration générale du fait que je pense que ça semble cohérent, c'est parce que j'ai été très strict sur ces couleurs-là. Et je me suis dit, je vais apporter de la couleur après avec la déco et potentiellement les choses qui peuvent se déplacer, comme les coussins, moi c'est un peu le bordel, mais les coussins, etc., les cadres, etc. Donc ça, c'était les inspirations. Je vais vous montrer les inspirations, j'avais fait un dossier d'inspiration. Et pour reprendre la visite, je vais vous montrer après. Et pour reprendre la visite, donc du coup, tous ces meubles-là, donc aussi, il y a une contrainte assez forte, c'est que la plupart des meubles que vous voyez, c'était des meubles qui m'appartenaient déjà. Et je souhaitais avoir un appartement avec un îlot central. Alors, le fait est que là, l'îlot est un peu bâtard parce que c'est pas vraiment un îlot, et c'est plus un plan de travail allongé qui fait une espèce de... C'est un peu entre les deux, j'aime bien personnellement, c'est pour ça que je l'ai fait, hein, parce que quand on voit sur les plans, c'était déjà prévu comme ça. Et donc du coup, l'îlot, je l'avais déjà. Le canapé que j'ai changé finalement, je l'avais déjà. Les meubles là-bas, je les avais, sauf le petit qui vient de chez Jiffy là. Et les meubles télé, etc. Donc je les ai achetés, mais en fait, c'est des meubles que j'avais déjà, parce que j'en ai acheté d'autres, mais voilà. Si on monte à l'étage, c'est là où il y avait le plus de meubles. Alors je peux parler aussi 3 minutes de l'escalier. L'escalier, ça a été compliqué, parce qu'il fallait un escalier sur mesure, parce que la hauteur sous plafond, pour arriver à l'étage, elle n'est pas aux normes. Ça veut dire qu'elle est 10 cm en dessous des normes. Même 20 cm en dessous, parce que les normes, ça doit être quelque chose comme 2,80 et quelques, 85, 89, je sais plus. Et moi, j'ai 2,65. Donc, trouver un escalier qui soit compatible, c'était impossible, ça marchait pas. Donc, il y avait soit un escalier sur mesure, j'ai fait un devis, c'était 8 fois le prix de cet escalier-là. Donc, du coup, j'ai trouvé cet escalier, qui est un escalier qui vient d'Italie, et qui est recoupable. Ça veut dire qu'ils ont prévu le truc pour qu'il y ait juste à couper le bas de l'escalier, et mettre ou pas des marches. Enfin, enlever des marches, quoi. Et finalement, j'ai eu de la chance, c'est que en fait, l'intermarche qui est sur cet escalier correspond exactement à ce qui me manquait en hauteur par rapport à un escalier normal. Ça veut dire qu'on ne voit pas la différence en bas ou en haut de l'escalier. Les marches sont toutes à la même hauteur. Et ça, je suis vraiment content. C'était un coup de bol, hein, clairement. Et donc voilà. Aussi, autre gros changement, ici avant c'était du chauffage à eau, c'est-à-dire que c'était une chaudière collective pour l'immeuble. Et c'était chauffé à eau, donc il y avait 2 radiateurs à eau chaude, un ici et un là-bas. Et en fait, c'était très compliqué parce que la division des charges était faite à la surface. Et en fait, c'était un vieil immeuble qui n'est pas forcément super bien isolé, etc. Et les charges du chauffage sont exorbitantes, hein, clairement, on va pas se mentir. Et vu qu'on avait du mal à savoir qui chauffait quoi, et vu qu'on payait les voisins, c'est-à-dire que même si moi je chauffe pas, c'est au prorata du mètre carré. Et bah du coup, c'était cher et je pouvais pas baisser ma consommation de chauffage. Et je pouvais même pas couper la chaudière. Et autre point négatif, c'est que ici, il y a un ballon d'eau chaude, donc le chauffage collectif, c'est uniquement pour le chauffage, c'est pas pour l'eau chaude. Et donc il y avait un ballon d'eau chaude. Donc ça veut dire que je chauffais de l'eau pour moi-même déjà, et après je chauffais, l'eau était partagée avec tout. Donc c'était pas forcément très bien. Du coup, le choix a été fait de enlever le chauffage à eau chaude et de remplacer par des convecteurs électriques que j'avais déjà aussi, donc du coup qui n'ont pas représenté un achat, que j'ai mis sur les prises connectées et qui me permettent de gérer ma température quand je suis pas là, et ou d'avoir des seuils qui se déclenchent tout seuls, etc. Donc optimiser au maximum le chauffage. Le bas n'a d'ailleurs pas été isolé, c'est-à-dire que ici c'est toujours du plâtre qui est collé directement à la pierre, parce que c'est de la pierre. J'ai pas fait le choix d'isoler le bas, pour une simple raison, c'est que déjà ça coûtait beaucoup d'argent et qu'il n'y avait pas tant de choses à faire que ça sur les murs.
Donc j'avais pas envie de faire un investissement et aussi énorme, enfin, parce que franchement c'est un investissement, il y en a pour 5-6 000 euros je crois de tout doubler, etc. On perdait de la distance et tout, enfin c'était compliqué. Et donc du coup j'ai juste décidé de laisser comme ça en bas et de voir par rapport à la consommation. Sachant qu'au-dessus c'est aux normes, hein, donc c'est 30 cm d'isolation partout. Quand on chauffe, la chaleur monte parce qu'ici avec la cage d'escalier c'est ouvert et ça reste là-haut. Et j'ai pas une consommation de chauffage qui est exorbitante, hein, clairement. J'ai une consommation de chauffage qui est normale, on va dire. C'est-à-dire que je paye de chauffage en hiver entre 40 et 50 euros par mois et le reste de l'année. Sachant que ici par exemple là on est au mois de mai, mois d'avril en Normandie, je suis en Normandie. Et ben en général on chauffe toujours et moi je chauffe pas. Donc pour l'instant c'est pas chauffé depuis presque un mois et il fait 19-20 sans problème quoi. Donc il y a une bonne inertie aussi avec les fenêtres qui sont du coup bien doublées, etc. On va reprendre la visite. Du coup on va monter. Hop là, pardon, je suis dans le mur. Donc on arrive en haut de l'escalier. Donc on monte, on est en haut de l'escalier. On arrive sur le petit palier ici, donc qui avait été prévu à l'origine aussi, avec la salle de bain au fond et la chambre à droite comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Ici j'avais deux impératifs. C'était, il fallait absolument que la chambre soit de ce côté-là, côté droit, parce que si on regarde les plans, là-haut, on va enlever le plafond. En fait, si on regarde les plans ici, là-haut, donc là, il y a la rue qui est de ce côté-ci, et ici, il y a une cour, c'est côté cour. Et la rue est une rue qui est quand même très active, donc du coup, il fallait absolument que les fenêtres et la chambre donnent côté cour pour pas se faire déranger par le bruit de la rue. Donc du coup, c'était un impératif que la chambre soit de ce côté-là et qu'entre guillemets, il y ait bureau ou salle de bain de l'autre côté, c'était un impératif. Après, le trou, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'origine pour monter sous les combles, était déjà à cet endroit-là. Donc c'était beaucoup plus simple de conserver le trou pour l'agrandir plutôt que de devoir reboucher le trou, remettre du plancher et repercer un autre endroit pour pouvoir faire un escalier. Sachant qu'au début, je pensais à des escaliers en spirale. Escalier en spirale, c'est pas facile parce que du coup, ça permet pas de mettre beaucoup de choses dedans. J'avais pensé à un escalier en spirale là-bas, mais c'était pas... En fait, le problème de l'escalier en spirale, c'est que on arrive par un côté et on ressort de l'autre. C'est-à-dire on départ, ça arrive pas comme ça, ou alors il fait un escalier sur mesure. En général, ça arrive comme ça ou comme ça. Et il y avait aucun endroit où le fait de rentrer dans l'escalier était entre guillemets cohérent sans faire le tour et qu'on arrivait au bon niveau sur le palier en haut. Et de toute façon, quand on arrivait sur le palier en haut, il fallait faire un palier, un sas avec des portes. Donc de toute façon, ça corrigeait pas le problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis un escalier droit, donc du coup qui permet de transporter des choses plus facilement. D'arriver sur, je vais remettre le toit. D'arriver sur un espace où il y a un petit bureau, parce que moi je souhaitais avoir un bureau. Certes, il n'est pas fermé, mais bon, il n'y a pas de difficulté, je pense, par rapport à ça. La chambre ici, avec le dressing à droite. Le dressing aussi, ça a été compliqué. Je savais pas s'il fallait que je mette un dressing sur mesure ou pas, ou comment le mettre. C'est à peu près évident qu'il fallait qu'il aille dans le trou, parce que c'était là qu'il devait aller. Dans le trou, il n'y a pas 1m40, donc on peut pas mettre le lit, par exemple. Et j'ai longtemps hésité sur ça, et donc du coup, finalement, j'ai pris un dressing sur mesure chez Castorama, qui permettait de le faire avec un système Perkin là qui est pas génial non plus mais qui est pas trop cher pour pouvoir faire à peu près ce qu'on veut, donc ça m'a convenu. Et sachant que j'avais pas de Castorama très proche de chez moi, ça a été un peu compliqué pour les chercher et tout, mais bon, ça on y reviendra après. Dans la salle de bain on rentre, bon là il y a eu un bug, on voit pas la vasque, mais la vasque était ici et avec tout qui était prévu. Donc j'avais prévu aussi de remettre quelque chose par dessus le plan de travail d'ailleurs qui avait été découpé, il m'en restait 60 cm pour mettre par-dessus la machine à laver, mais finalement je trouve pas que ça soit très opportun de le mettre là. Peut-être que je le mettrai à terme, pour l'instant je l'ai pas mis. Pour l'instant ça me dérange pas plus que ça. J'avais aussi un autre gros blocage entre guillemets en haut, c'était les poutres. J'avais deux poutres qui arrivaient de part et d'autre de la pièce, et il fallait que j'arrive à les mettre dans un endroit où elles me gênent pas trop, et donc plutôt proche de mur quoi. On a eu un autre problème aussi avec la poutre, c'est que la poutre est assez basse. Et en fait, on voit par exemple que ici,
la porte ouvre entre guillemets dans le mauvais sens. C'est parce que ça a été très compliqué pour moi de calculer, de faire le calcul, de savoir. D'ailleurs, la porte est un peu décalée par rapport à ce qu'elle est vraiment, parce que maintenant elle est collée au mur ici et elle n'est pas décalée comme ça. Et en fait, c'était très dur de savoir si la porte allait passer quand on allait l'ouvrir dans l'autre côté à cause de la poutre. Parce que la poutre est à 2 mètres, la porte est à 1,80 et quelques. Et étant donné qu'il y a une espèce de, comment ça s'appelle, une corniche, je sais pas quoi, qui passe là, j'avais peur que la porte tape dans le haut de la corniche. Et en fait, quand j'ai fait l'électricité et tout, etc., avec les mecs qui sont venus poser le truc là-haut, je me suis rendu compte, en fait, j'avais déjà posé l'électricité pour que la porte ouvre dans ce sens-là, donc avec les interrupteurs à droite. Et au moment où ils ont posé la porte, je me suis rendu compte que la porte ouvrait dans l'autre sens, mais ça passait franchement, ça passait à 1 centimètre, c'était impossible de le prévoir. Et on avait la possibilité de tout changer et tout machin, mais c'était compliqué parce qu'il aurait fallu retirer l'électricité, réouvrir les murs et tout, etc., ça les aurait retardés. Et on était déjà pas super en avance parce franchement les gars, ils ont charbonné, hein, donc ça a été vite. L'entreprise est restée 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, et franchement ils comptaient pas leurs heures franchement ça avançait quoi. Donc moi j'ai travaillé en même temps. J'étais pas sur le chantier tous les jours, j'étais sur le chantier le soir principalement. Et donc c'est aussi pour ça que c'était pas forcément facile de diriger les trucs ou d'intervenir directement parce que j'étais pas sur le chantier en fait. Je pouvais donner des directives que le midi, des fois je passais le midi et le soir. Donc voilà pour la visite. Donc on voit que l'appartement est quand même très très proche des projections initiales. Et donc du coup c'est surtout ça moi qui m'a permis d'être aussi efficient sur mon projet, c'est que j'ai réussi à avoir les cotes à peu près bonnes, même s'il n'y a pas un mur qui est droit et tout, etc. De pouvoir me projeter très vite. Et les plans là, ils ont évolué au fur et à mesure du projet, hein, évidemment. Mais ils ont pris presque 2 mois à être concrets. Ça veut dire à se dire, ok, là je suis dans un truc qui est bien. Tous les matériaux qui sont dedans, je les ai, ils existent. Ils sont pas dans un prix excessif. Ça demande pas des choses trop compliquées. Et c'est faisable, quoi. Donc du coup, j'avais un budget qui a été un petit peu dépassé, mais qui était déjà prévisionnel. En fait, j'avais déjà prévu 20% de marge sur mon budget. C'est-à-dire que j'étais à 20... je vais vous dire après combien j'ai dépensé exactement, mais j'étais à peu près 20 000 de dépenses. Et au final, avec une marge donc, du coup de 5 000 euros de choses imprévues. Et pour arriver à peu près à 25 000. Et au final, j'ai dépassé un peu la marge. Je suis arrivé entre 25 et 30 000. Après, ça dépend un peu parce que j'ai redemandé quelque chose d'autre en plus à la fin, l'entreprise qui n'était pas prévu. Donc, du coup, ça a ajouté, etc. Mais entre 25 et 30 000, sans compter l'ameublement. Donc, l'ameublement, c'est tout ce qui est les mobiliers qui peuvent bouger. Par exemple, dans ce budget-là, je compte la cuisine, la vasque, etc., la douche, mais je compte pas les meubles qu'on peut enlever. Donc voilà. Et après aussi, l'autre chose principale qui avait été faite sur cet appartement-là, c'est de faire un appartement assez neutre quand même, ça veut dire pas avec des murs de toutes les couleurs pour pas avoir à le repeindre régulièrement, parce que à terme, cet appartement-là, moi je l'habite, c'est ma résidence principale, mais il sera loué très certainement. Et le but, c'est de pas avoir à refaire des travaux de décoration tous les 2 ans, quoi. Donc c'est qu'il puisse vivre sa vie un peu aussi de son côté et que ça soit quelque chose de pertinent. Et aussi quelque chose qui n'est pas avec des matériaux trop nobles, parce que s'ils sont cassés, bah, c'est pas rentable, quoi. Ça veut dire que si on met des façades, par exemple, de cuisine qui sont chères et très déco, et bah, potentiellement, dans 5-6 ans, elles pourront être abîmées, et il faudra les changer, ou démodées, et il faudra les changer. Alors que là, avec des façades qui sont quand même très simples, déjà, on a une forte chance qu'elles soient toujours disponibles dans 5 ans, parce que c'est une façade basique ou 10 ans. Et en fait, c'est vraiment dans un but purement de penser à comment ça sera le plus simple d'entretenir le truc à terme, quoi. Donc voilà. Voilà, ça c'est la première partie de présentation du projet. Et si vous voulez, je vais faire un espèce de tour pour vous dire à peu près où j'ai eu quoi et tout simplement pour vous donner mes petites adresses. Donc nous voilà dans le petit home tour de savoir voilà qu'est-ce que quoi. La table ici c'est une table Ikea que j'ai eu sur le site d'Ikea qui est transformable en 6 places. Les chaises je les ai eues sur un site espagnol peu recommandable mais c'est des chaises qui ressemblent beaucoup aux chaises DSW de Herms avec une petite assise confort en plus. C'est pour ça que je voulais celle-là mais j'ai franchement galéré à les avoir donc je vous recommande pas ce site. Table basse Jimmy de La Redoute, elle a coûté une centaine d'euros je crois. Canapé de Home Habitat, merde je me souviens plus, je vais vous mettre le titre, qui a coûté 270 euros je crois. Télévision de Darty. Meuble télé Ikea Lac à moins de 10 euros.
Ça c'est de Bergen de chez Jiffy, pardon, qui a coûté 40 € je crois, je me souviens plus. Ça c'est Ikea, c'est une Billy. Ça je l'ai eu sur un site internet dont je n'ai plus le nom et qui a coûté à peu près 100 € je crois, je me souviens plus trop, mais voilà. Ça c'est une table de chez Ikea. Donc ici c'est le Lilo Bergen, je crois, je ne me souviens plus, de chez Ikea, pareil, 350 €, chaises Jiffy qui ont coûté 25 € chacune. Plan de travail de chez Leroy Merlin, imitation Être, c'est du stratifié, 80 € je crois. Cuisine Ikea, donc ça c'est du méthode, caisson méthode, etc. Les clenches, je me souviens plus. Oui, on est en Normandie, on dit clenche. La vaisselle n'est pas faite, donc je ne vous montre pas. Ce petit bout d'îlot, c'est la même référence que celle-ci. Alors, c'est pas exactement la même, parce qu'ici, il y a des inox, et ça a changé depuis, maintenant c'est du bois, mais c'est la seule différence. La porte, c'est une porte de placard que j'ai tout simplement adaptée pour mettre au mur, que j'ai eu chez Brico Dépôt. J'ai fait à peu près le tour. Si, il y avait juste le petit meuble là-bas. Juste le petit meuble ici, et celui qui est son petit opposite, c'est des tables gigognes scandinaves que j'ai eu chez Conforama, pas très cher, 20 € je crois. Et aussi le pouf gigogne, qui est ici, que j'ai eu sur internet, c'est no name, ça n'a pas de marque. Et du coup le gros avantage c'est qu'on peut le mettre l'un dans l'autre, ça permet de gagner de la place. C'est mieux à deux mains quand même, hein. Et donc on arrive sur le palier, bon c'est toujours pas très bien rangé, mais caisson Ikea Alex, la chaise c'est la même qu'en bas, j'en ai acheté 5, bureau Ikea plateau en bambou et avec les petits pieds, ça c'est deux tables Ikea Lac à 5 € je crois. Donc quand on arrive ici, ici c'est un valet de chambre Ikea. Les draps c'est des draps H&M Home. Le lit c'est un lit Jimmy. Le matelas c'est un matelas Emma original. Petite table basse Jimmy qui a coûté... Putain, j'ai pas mis les prix d'ailleurs. Ça a dû coûter 40 € je crois. Les draps je sais plus du tout. Le lit il a coûté 150 € je crois. La table basse elle a coûté 60 € je crois. Et le truc qui est en bordel là c'est une commode que j'ai eu chez But à 80 € je crois. Ici le dressing, que j'ai fait moi-même, je l'ai composé, il y en a eu pour 200 € en tout, et donc avec les tiroirs, les cintres et tout, machin. Dans les cintres sont pas compris, mais voilà. Miroir Ikea sur charnière, 20 € je crois. Et enfin ici, j'ai fait ma lessive. Ici c'est Ikea, tout est Ikea là, sauf le robinet qui est Brico Dépôt. Vasque Ikea, ça je l'ai eu sur internet mais c'était pas compris, finalement c'est pas génial donc je vous le conseille pas. Le sèche-serviette qui est Brico Dépôt, qui était le premier prix mais il m'allait très bien donc voilà. Les armoires, comment ça s'appelle, les placards, les étagères que j'ai eu chez Leroy Merlin à moins de 10 €. La douche. Alors la douche, c'est le vitrage, enfin tout ce qui est autour de la cabine. C'est pas une cabine, mais c'est que ce qui est autour. C'est Leroy Merlin, j'ai eu ça pour 150 € je crois. Les toilettes, c'est Leroy Merlin, 60 €. Le bac de douche Leroy Merlin 100 €. La faïence, c'est la faïence Brico Dépôt que j'ai eu à 9 € le mètre carré, qui est blanche hein, simplement. Ça c'est Ikea, c'est un truc de douche Ikea. Donc le thermostatique c'est Ikea aussi que j'ai eu à 60 € je crois, qui a l'avantage de pouvoir poser des produits dessus. Voilà. La douche, la colonnette, c'est Leroy Merlin et ça a coûté assez cher, 90 € parce qu'en fait il m'a fallu quelque chose d'assez spécial qui puisse toucher le plus haut possible le plafond parce que je fais 1m80, un peu plus d'1m80 et sinon j'étais trop près. Donc là j'arrive à peu près là, ce qui est totalement acceptable. Et les meubles en bambou sont des meubles en bambou Ikea qui sont des meubles qui s'appellent Lovebacken, je crois, quelque chose comme ça. Donc la chaise, le petit truc d'angle et celui-là. Le miroir Ikea, l'applique Amazon que j'ai eu à 20 €. Et sinon les produits, c'est les produits, bon Joseph on s'en fout. Voilà. Donc j'ai fait le tour, hein, je crois. Voilà, j'ai dit tous les
tout combien ça m'a coûté. Il y a juste la suspension là. Ah oui, les éclairages, tiens, je sais pas pensé. Éclairage, donc ça c'est Ikea, je l'avais déjà avant, je me souviens plus, je crois qu'ils le font plus, mais ça m'a coûté quelque chose comme 20 euros. Là c'est des spots, c'est que des spots Ikea partout, des spots à 5 euros qui sont très bien parce qu'ils sont IP44, donc ils peuvent être mis notamment sous la douche. Et voilà, ça c'est un miroir de récup que j'ai récupéré d'avant, que j'ai toujours pas posé. L'électricité c'est du Schneider partout. Et si on revient en bas, donc du coup le sol, sur les matériaux eux-mêmes. Donc le sol c'est un sol imitation parquet que j'ai eu chez le Brico Dépôt Castorama, c'est la même marque, et qui m'a coûté 25 euros le mètre carré à peu près. C'est du Good Home, c'est très bien. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Les rideaux sont des rideaux Amazon, parce que j'ai pas eu besoin de les recouper. Les rideaux, les voilages sont Leroy Merlin. Et voilà, j'ai fait le tour. Hein. Les convecteurs, je les avais déjà, donc je ne connais pas la marque. Je crois que c'est Noireau, mais je suis pas sûr. Et aussi, la dernière chose, c'est le placard, porte de placard que j'ai acheté, normalement qui sont pas redécoupables, du moins pas en hauteur, pas en largeur, mais en hauteur. Et du coup, je les ai redécoupés en largeur et en hauteur, en bricolant un petit peu. C'est du Brico Dépôt, ça m'a coûté 60 euros, je crois, les deux portes. Et à l'intérieur, le garde-manger, qui lui, c'est juste un caisson de dressing, hein, tout simplement, que j'ai eu chez Brico Dépôt. Il était à bonne hauteur, il me laissait un peu d'espace au-dessus. Et ça a dû me coûter 60 euros, quelque chose comme ça. Les planches qu'il y a ici pour faire les étagères, c'est des planches que j'ai eu chez Leroy Merlin à moins de 10 euros l'unité, je crois que c'est du mélaminé. Et là, pareil, pour faire ça, bon, j'ai dû en mettre deux parce qu'ils n'avaient pas la largeur que je voulais, mais c'est pareil. C'est juste du bricolage, hein, sinon... Donc voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer à la troisième partie, qui est la partie questions que vous m'avez posées. Et donc du coup, j'ai sélectionné des questions auxquelles je vais répondre, tout simplement. Alors première question, avez-vous appris sur le tas? Aviez-vous des connaissances préalables dans le domaine de la rénovation? C'est peut-être votre métier. Alors pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Ça veut dire que moi je suis dans le domaine plutôt de l'informatique audiovisuelle, etc. Et je suis pas du tout dans le métier de la rénovation. Je bricolais un petit peu, j'avais déjà repeint, j'avais déjà fait des petits travaux, posé des choses contre des murs, etc. Mais rien d'extraordinaire. J'avais fait un peu de plomberie, un petit peu d'électricité dans ma voiture, etc. Mais pas des choses non plus extraordinaires. Ça a permis de dérisquer, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que je savais que c'était pas infaisable. Et après, c'est beaucoup de renseignements sur Internet, de vidéos, de tutos. Et notamment... de vidéos, de commentaires. En fait, je lis beaucoup les commentaires sur les vidéos des tutos, parce qu'en général, il y a autant d'informations dans les commentaires que dans la personne qui présente. Donc c'est souvent comme ça que j'ai appris, entre guillemets. Ça veut dire que je regarde une vidéo, après je regarde les commentaires en dessous qui disent est-ce que effectivement c'est comme ça qu'il faut faire, et qu'est-ce qui a été oublié, et après j'essaie de retrouver une autre vidéo qui prend en compte les choses que j'ai identifiées qui manquaient. Donc du coup, j'ai un peu appris sur le tas, j'ai appris sur le tas, clairement. Je faisais un petit peu de mécanique sur ma voiture aussi, mais pareil, hein, j'ai un peu débuté tout seul, quoi. Et je suis assez fier de moi quand même, on va pas se mentir. Je suis assez content du résultat. Et après, la déco et tout, je pense que ça peut pas à la portée de tout le monde, hein, c'est en fonction de nos goûts, etc. Mais voilà, donc pas de compétences particulières. Une autre question, alors plusieurs questions. Combien de temps ça a pris de faire les travaux hors planification? Travaillais-tu à plein temps sur la rénovation? Non, alors je ne travaille pas à plein temps sur la rénovation. Et combien de temps ça a pris de faire les travaux? J'ai commencé au mois de juillet et je suis rentré au mois de novembre, fin novembre. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois, hein, clairement. Et 6 mois, et je travaillais tous les jours sur le chantier, les week-ends aussi, et le soir. En fait, c'est surtout le soir parce que je travaillais en même temps. Du coup, j'arrivais ici à 18h et je repartais en général vers 23h, 23h30. Alors, le problème de travailler le soir dans un appartement, dans un immeuble qui est vieux, c'est d'essayer de pas trop déranger les voisins. Donc, du coup, je faisais du bruit entre général jusqu'à 20h30, même si c'est 19h30 la norme. Mais bon, j'essayais de pas trop dépasser parce que j'étais obligé, hein, tout simplement. Et donc du coup ça a été une grosse contrainte. Donc du coup des fois j'attendais le week-end pour faire des gros travaux qui faisaient du bruit. Par exemple quand j'ai cassé la douche, j'étais à la défonceuse, donc clairement ça faisait vibrer les murs. Hein. Et donc du coup le week-end j'ai pris 3 semaines de vacances en tout, surtout à la fin. Non, j'ai pris 2 semaines l'été où j'ai travaillé et 2 semaines à la fin pour finir parce que tout simplement il fallait que ça se termine, il fallait que ça y aille quoi. Quand l'entreprise était passée, il y avait plus de
Parce qu'avant que l'entreprise passe, j'avais une contrainte qui était l'entreprise passe à telle date, ils sont passés en octobre, il fallait que, en gros, les choses pour qu'ils puissent travailler soient faites avant. Et de toute façon, après, j'avais la contrainte d'attendre ce moment-là pour pouvoir continuer après. Donc à partir du moment où l'entreprise était passée, j'avais plus de contrainte de temps à attendre. J'avais plus, et donc du coup, il fallait que ça y aille, quoi. Donc du coup, j'ai pris 2 semaines de vacances à ce moment-là. Et ça m'a permis de terminer relativement vite. Moi, j'avais une prévision pour rentrer au 25 décembre pour Noël, enfin au 1er janvier en l'occurrence. Et finalement, je suis rentré un mois avant. Donc, enfin, je suis rentré. Au tout début, c'était quand même, je dormais pas tous les jours ici, mais voilà. Et ça m'a permis d'avancer et d'être en avance sur mes travaux, ce qui, j'ai trouvé, est assez fort. Question sur le budget travaux. Du coup, budget travaux, j'ai tenu un Excel. Hein. Bon, je vais pas vous montrer dans le détail, mais je vais vous dire à peu près ce que j'avais. Donc, le budget travaux général, je peux vous dire qu'est-ce qui a coûté quoi. Donc, le sol, c'est un sol PVC, imitation parquet, que j'ai eu chez Brico Dépôt Castorama, c'est la même marque qu'il y a derrière. Il y en a eu pour 1 500 € en haut et en bas, à peu près. L'électricité, j'ai refait toute l'électricité complètement, j'ai juste gardé une seule prise de l'ancienne installation. 1 500 € aussi. La peinture, j'ai repeint tous les murs, etc. Bon, c'était déjà blanc, donc j'ai eu moins de peinture quand même à faire. Là, il y en a eu j'ai utilisé 3 pots de 25 litres de Zolpan, hein, c'est de la très bonne peinture, qui est très couvrante quand même, donc ça m'a permis de mettre moins de couches, mais j'en ai pour 3 pots, 700 et quelques euros. Voilà. Donc que du blanc, donc ça permet de faire des économies aussi sur les pertes des couleurs, parce qu'il n'y a pas de couleur. Cloison, placard, etc., il y en a pour 500 €. Cuisine, 1 500 € avec électroménager compris. C'est effectivement pas cher du tout pour une cuisine entre guillemets aussi grande. Donc le four, les plaques, j'ai pris une plaque de feu si on m'a posé cette question-là. Pourquoi prendre une plaque de feu? Parce que tout simplement je n'utilise jamais ou très rarement plus de 2 feux et que je trouve ça bête de perdre de la place en largeur pour quelque chose qui nous sert quasiment jamais. Ça veut dire que je trouvais plus intéressant d'avoir plus large de plan de travail que d'avoir un ou 2 feux de plus. Et donc du coup, si j'ai fait un compromis aussi là, une des plaques pas trop chères. Donc ces plaques elles coûtent 80 € chez Castorama. Et du coup, moi j'en suis très satisfait. Hein. Voilà, ça fait le taf. Très bien. Le four, pareil, je l'ai à 160 €. C'est un four multifonction, donc c'est pas cher pour un four multifonction. Marque Andy, donc correct. Voilà, pas très cher. L'autre électroménager, le frigo. Donc le frigo aussi, on m'a posé la question de me dire pourquoi pas un grand frigo et pas avoir pensé l'espace pour un frigo. La réponse elle est assez simple. Hein. J'avais un grand frigo avant d'aménager ici. J'ai voulu le mettre sur les plans. Puis en fait, il passe pas dans l'escalier en colimaçon parce qu'il y a un tout petit escalier en colimaçon pour arriver jusqu'ici qui est sous les combles, etc. Et j'ai tellement galéré déjà, rien qu'à faire passer le four et la machine à laver, que un frigo, sachant que ça a une durée de vie quand même inférieure, entre guillemets. Donc déjà, il aurait fallu penser l'aménagement en mettre un frigo. Donc du coup, il a fallu que je perde de la place soit ici, soit là-bas, ou soit sur la cuisine elle-même. Donc je ne voulais pas, hein, clairement. Et j'ai préféré favoriser d'avoir un stockage sec et avoir du froid qui soit plus petit plutôt qu'avoir un grand stockage froid et un stockage sec qui soit plus petit, parce que du coup, pour le coup, moi-même, j'utilise plus de sec que de frais. Donc je pense pas que ce soit incohérent d'avoir fait ça. Et aussi parce que du coup, c'est un grand quand même frigo top. C'est un frigo de 135 litres avec plus d'1 litre de congèle, de vrai congèle, à moins 18. Donc du coup, ça me convient très bien. En fait, au début, je pensais que ça allait me limiter aussi, mais en fait, pas du tout. Quand je fais des grosses courses, tout rentre. Il y a même encore un peu de place. Donc franchement, je suis très content de ce choix-là. Et c'est un frigo donc sans marque, une marque improbable qui doit être Whitewood, quelque chose comme ça. Electrodépôt, que j'ai eu à 150 €, un peu moins, je crois, 140, 135 litres. J'ai eu grave du mal à trouver le frigo, c'était un peu compliqué. Et après, le micro-ondes, je l'avais déjà, c'est un micro-ondes LG, voilà, tout simplement. Voilà. J'étais sur le... Pardon, je suis carrément passé sur autre chose. Et donc du coup, la cuisine, 1 500 € tout équipé. Donc je vais faire le détail de la cuisine dans la question juste après. Et la salle de bain, il y en a eu pour 1300 €, donc en comptant la vasque,
la douche, le porte-douche, la robinetterie, quoi d'autre? Les toilettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La robinetterie et oui, les ustensiles, etc. Les vasques, le miroir et tout. La plomberie, parce que la plomberie n'est pas compris dans tout ça. J'en ai pour 1200-1300 euros de plomberie. L'entreprise qui a fait les travaux, elle a fait un devis entre 15 000 et 20 000 euros. Donc sur un budget de 25 000, ça me laisse pas beaucoup de marge. En vrai, c'était question d'approvisionnement, donc pour l'entreprise qui est venue travailler. On va parler de l'entreprise, du coup je sais que j'ai eu une question aussi sur l'entreprise, comment ça s'est fait et tout, etc. Donc j'ai pris une entreprise qui est une petite entreprise du coin, locale, et j'avais des gros problèmes d'approvisionnement, ça veut dire qu'on pouvait rien passer quasiment par l'escalier. Donc du coup il a fallu passer par les fenêtres et faire venir une grue, parce que je suis au 3e étage, donc une grue de 10 mètres pour venir livrer tout le matos. Et les mecs ont même pas pu faire livrer en haut, ils ont fait livrer que en bas. Donc ils ont ouvert la trémie et du coup ils ont passé le matos au fur et à mesure de leurs besoins qui étaient stockés en bas pour le faire monter en haut. Quand j'ai vu ça, sur le moment, je me suis dit que ça aurait été impossible de le faire moi-même et que j'avais bien fait de contracter une entreprise pour le faire. Surtout que les murs, l'isolation, etc. étaient franchement très bien faites là-haut. Et je suis très content du travail qu'ils ont fait. Alors certes, c'est vachement plus cher que si je l'avais fait moi-même, sauf que ils ont mis 3 semaines pour tout faire. Moi, j'ai calculé, j'aurais mis plus de 3 mois à tout faire. Ça aurait sûrement pas été aussi bien fait. Et de toute façon, j'aurais pas fait les bandes parce que les bandes c'est trop compliqué à faire. J'en ai fait quelques-unes ici, c'était pas génial. Enfin, je veux dire, franchement ça allait, mais j'en ai eu 5 à faire. C'était pas, franchement, c'est super long. Et il faut avoir le coup de patte, quoi, parce que sinon ça prend des plombs, quoi. Donc, de toute façon, j'aurais pas fait les bandes. Donc voilà, au final, je pense que c'était un bon compromis. Certes, c'était un peu cher, ça a permis d'aller vite, ça a permis de rentrer beaucoup plus vite, de pas trop me fatiguer sur les travaux parce que j'ai eu un petit coup de mou au bout de 4 mois où c'était, en fait, ça en finit pas quoi. On voit au début, on voit que ça avance, les murs tombent, on commence à monter des cloisons et tout machin. Puis dès qu'on rentre dans les finitions, ça avance pas quoi. C'est super frustrant. T'as l'impression de perdre du temps tous les jours à presque pas avancer. Et franchement, c'est un peu dur moralement. Donc j'ai eu un petit coup de mou. Et le coup de mou, c'était pas longtemps avant que l'entreprise passe. Et j'ai eu un deuxième coup de mou à la toute fin où j'arrivais pas à finir en fait. Poser le sol, c'était vraiment la dernière étape qu'il fallait que je fasse et j'arrivais pas à me mettre dedans. Je rechignais et tout, etc. J'ai dû me forcer un peu. J'ai eu 2 coups de mou, du coup, un au milieu à peu près et un à la toute fin où je n'arrivais pas à voir le bout. Donc voilà, pour le budget. Et la dernière question, c'est as-tu une formation ou est-ce que tu as appris via des vidéos, des blogs, etc., des livres? Donc pas de livres, vraiment, j'avais pas lu de livres, des blogs un peu, beaucoup de vidéos et des tutos sur internet, quoi. Donc voilà. Alors, question suivante. La référence du parquet, parce qu'il est très joli et qu'il serait possible de trouver l'inspiration de cette vidéo. Bah, la vidéo, l'inspiration, c'était la partie précédente et avec les références et tout, de tout ça. Donc voilà. Bonjour, je voulais savoir quel type de matériau tu as utilisé entre le sol et le nouveau plongée. Explication, utilisation, etc. Je sais que j'ai une autre question aussi qui était proche de ça, de savoir comment j'ai rattrapé le sol. Alors en fait, l'appartement avait déjà été refait en 2000, où il y a eu du fermacell de poser au sol en bas. Donc du coup, en fait, quand j'ai vu que c'était du fermacell, j'étais assez content, parce que du coup, j'ai juste eu besoin d'acheter du réagréage fermacell et de reposer des plaques de fermacell qui n'étaient pas posées forcément, parce qu'il y avait les cloisons. Et donc du coup, de rattraper le sol de façon que ce soit au même niveau et avec des plaques de fermacell, que ce soit le même matériau. Donc du coup, sur ce point-là, j'ai eu assez de chance. Parce que ça a été assez simple à faire, hein. Le réagréage fermacell ça marche bien, c'est léger, c'est acoustique. Et du coup, reposer du fermacell par-dessus, ça permet d'avoir une homogénéité. J'ai collé avec la colle fermacell, hein, simplement. Et voilà. Après, il y a des tout petits endroits où j'ai des irrégularités. J'aurais peut-être dû faire un petit réagréage fibré par-dessus. Je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur que ça fasse la même chose aux autres endroits où il n'y avait pas le réagréage. Une petite marge là. Mais peut-être que j'aurais dû le faire, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas gênant. Le sol travaille pas du tout. Donc je pense que c'était un bon compromis. Alors, une grosse question. Alors, en 4 parties. Entre acheter un équipement rénové et acheter un bien rénové, quelle est la différence en termes de budget? En dehors de la situation, bien sûr, d'avoir rénové soi-même, est-ce pertinent de se lancer dans une rénovation avec probablement un prêt immobilier et un prêt complémentaire à souscrire, important à souscrire? Ça dépend du projet. Il n'y a pas de bonne solution. Ça veut dire que si on achète une ruine pour tout refaire, ça va coûter un bras et on va avoir plein de mauvaises surprises ou de surprises tout court.
Et au final, certes, ça sera magnifique parce que ça aura été rénové et tout, etc. Mais ça aurait été tellement long parce que la rénovation c'est tellement long, même avec des entreprises, etc. J'ai vu des gens sur internet qui avaient fait des rénovations de fond en comble, même avec des entreprises, ça a pris des mois et des mois. Donc, faut être investi dans le projet déjà pour commencer, personnellement, avant d'avoir l'argent, pour avoir l'argent bien sûr. Et surtout, c'est énormément de temps. Ça veut dire que travailler, c'est une chose, mais il faut réfléchir en permanence à savoir quoi je vais mettre où, quel choix, quel truc, quel machin. Et ça, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas de bonne chose. Ça veut dire que si on trouve quelque chose qui est déjà rénové et qui nous convient, bah, je pense qu'il faut acheter comme ça. Peut-être même si c'est un peu trop cher, parce qu'il n'y a pas forcément de mauvaise surprise. Alors que quand on rénove, même une petite rénovation, des fois on tombe sur des trucs, on ne se rend pas compte, quoi. Ça avait l'air simple et puis finalement c'est compliqué. Moi j'ai eu de la chance ici, j'ai eu très très peu de mauvaises surprises. J'ai plutôt eu des bonnes surprises, de choses que je pensais plus compliquées qu'elles ne l'étaient, tout, etc. Donc vraiment ça dépend du projet, il n'y a pas de bonne réponse. Si on fait du locatif derrière, ou si on revend plus tard, entre faire le choix d'une douche ou d'un WC intégré dans la salle de bain, n'est-il pas un point négatif perçu par autrui? Alors, le WC intégré dans la salle de bain, j'imagine que c'est un WC qui n'est pas séparé. J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Bah, en fait, moi, clairement, c'est pas quelque chose qui va changer quelque chose pour moi d'avoir un WC intégré dans la salle de bain ou pas. Peut-être que ça dérange des gens, je me suis pas posé la question, tout simplement parce que j'avais pas la place de faire des WC séparés. Enfin, j'avais la place, mais ça prend de la place, quoi, tout simplement. Et étant donné qu'il n'y a qu'une chambre, a priori il n'y a que 2 personnes maximum qui devraient vivre ici, ça doit être possible de pouvoir partager la salle de bain, hein. Donc c'était aussi ça. Bon, moi aussi j'ai eu une question aussi, me dire pourquoi t'as pas mis c'est pas très bien pensé parce que tu aurais dû prendre un architecte et y a pas, t'aurais pu mettre 2 chambres. Alors oui, j'aurais pu prendre un architecte, sauf que bon, niveau pécunier, hein, c'est pas le même budget, hein, clairement. Et forcément, j'avais pas le budget, hein, on va pas se mentir. Et de toute façon, j'avais envie de le faire. Et aussi parce que là-haut, en fait, moi, si on va être aux normes, hein, pour être dans un but d'investissement, etc., il faut des chambres de 9 mètres carrés. Là-haut, il y a 24 mètres carrés au sol et on peut retirer 5-6 mètres carrés avec la loi Carrez. Donc la loi Carrez, donc 24 moins 6, ça fait 18. Ça veut dire que je fais 2 chambres et puis je fais rien d'autre, hein. Donc clairement, c'est pas possible de faire 2 chambres, si ce n'est de faire une chambre en bas. Ça aurait été bizarre, je pense. Donc pas possible de faire 2 chambres ou très compliqué. Oui, si peut-être en jouant avec les hauteurs et tout, enfin ça aurait été compliqué, pas possible. Et ça aurait coûté cher du coup. Et donc du coup, si on fait... alors attends, c'était quoi la question? C'était une douche intégrée est un point négatif? Non. Donc du coup, une chambre, donc une salle de bain, un WC. J'ai visité beaucoup d'appartements qui étaient comme ça m'a pas choqué, donc voilà. Je me suis même pas posé la question, hein, pour être clair. Comment se prémunir de l'apparition de fissures au plafond et au mur quand on rénove? Eh ben, j'ai des fissures au mur et au plafond. Alors étonnamment, elles sont pas aux endroits où j'avais pensé. C'est-à-dire que à l'endroit où j'ai comblé les trous des murs, j'ai pas de fissures. Par contre, j'ai eu des fissures à d'autres endroits là-bas, c'est des endroits qui bougent un peu plus, voilà. Bah, il y a rien à faire, hein. Si ça fissure, ça fissure. Faut juste faire attention que ça fissure pas trop, de garder un œil sur les fissures. Puis après, on rebouche et on repeint. Et puis si vraiment ça rebouge, bah, on peut mettre une bande, etc. Bon, ça risque de se voir, ou mettre de l'enduit acrylique pour que ça absorbe un peu la déformation. Mais un vieil immeuble, ça fissure, hein. Il n'y a pas de... Clairement, ça bouge. Surtout quand on vient de faire une rénovation, ça n'avait pas bougé depuis ce temps. On peut pas se prémunir des fissures, si ce n'est de mettre des bandes partout, mais voilà. Comment réduire l'impact phonique du couloir et du voisinage quand on rénove? Alors moi j'ai de la chance, c'est que... Donc du coup je suis quasiment tout seul en haut, il y a juste un appartement en face de moi. Il y a un tout petit peu de bruit sur le palier quand les gens rentrent chez eux, enfin quand la personne rentre chez lui, mais c'est tout. Et au-dessus, je suis mitoyen avec personne, donc je n'ai pas de voisin en haut. Donc l'impact phonique il est juste moi avec le voisin du dessous ici, qui m'entend de temps en temps, donc des fois il tape au plafond. Donc j'ai juste un voisin en dessous qui m'entend de temps en temps. Puis bah voilà, c'est la vie, hein. J'ai un avec ses voisins, on vit avec ses voisins. Donc voilà, donc moi j'avais pas trop de problèmes de bruit, personnellement j'entends jamais mes voisins, donc pas de soucis. Est-ce que tu as fait une formation en plomberie, électricité, travaux généraux? Pas du tout, j'avais tout appris sur le tas, et après pour l'électricité, mon père avait un copain électricien qui l'a fait venir sur le chantier pour voir si j'avais fait les choses bien, entre guillemets, quoi. Donc il m'a dit que tout était bien, nickel, ça respectait les normes. J'ai juste fait une erreur, c'est que j'ai passé du câble de 6 mm² pour le four, alors que c'est du 2 carrés, et je l'ai mis du coup sur un interrupteur différentiel de
de 32 ampères, donc alors que normalement c'est du 20. Voilà, c'est la seule bêtise que j'ai faite. J'ai une question en anglais qui me dit I want to ask is it safe to use laminate floor on your bathroom? Donc est-ce que c'est safe d'utiliser du stratifié dans sa bathroom, dans sa baignoire, j'allais dire, dans sa salle de bain? Eh bien, ce n'est pas du stratifié, c'est du PVC, donc aucun problème, c'est même fait pour. Il y a quoi derrière la porte qui est dans la chambre? Derrière la porte dans la chambre, c'est tout simplement le ballon d'eau chaude. Alors, question. Tu n'as pas fait d'étanchéité derrière le carrelage de la douche? Pas d'interrogation. Si, j'ai oublié de le filmer, mais si. Comment tu manques de rangement? Je trouve que la partie sous l'escalier est une perte de place. Ah, c'est la fameuse question sur... j'aurais dû prendre un architecte, non, c'est pas ça. J'aurais inversé l'escalier pour faire un placard, donc inverser l'escalier, c'est pas possible, parce que du coup, j'y ai pensé, mais c'est pas possible. Et quitte à rogner sur la salle de bain, en effet, c'est reste du bon boulot, surtout réaliste. Une entreprise de BTP, on s'en fout. Inversé pour le palier chambre, quitte à rogner sur la salle de bain. Donc il aurait inversé, donc il aurait mis le truc dans l'autre sens, il aurait fait un palier là, et il aurait fait la chambre là, et la salle de bain à la continuité. Moi, j'y ai pensé à faire, hein, je l'ai fait sur des plans, etc. Ça marchait pas bien, c'était pas optimum. Voilà, donc voilà, c'est un choix. Il y a pas de... Je pensais que c'était moins optimisé. Petite question, dans quelle ville et c'était combien à l'achat? Alors, je vais pas dire exactement. Je peux dire que c'est en Normandie, dans une ville moyenne de Normandie, donc il n'y en a pas de 10 000, hein, voilà. C'est dans les 5 plus grosses villes de Normandie, si vous préférez. Voilà. Quel était le prix à l'achat? Donc, pas loin de 100 000 euros, c'est la valeur à l'achat. Et combien de travaux et tout au final? Avec l'ameublement et tout, on est aux alentours des 30 000 euros, donc on est à 130 000 euros à peu près. Le prix du mètre carré dans cette ville, je ne vais pas le dire parce que sinon on va savoir, c'est un peu en dessous, voilà. Beaucoup de points auraient pu être plus pertinents. Alors là, c'est le commentaire où je me fais défoncer. Je parle sur un plan d'une éventuelle revente si un jour vous souhaitiez déménager ou louer, la cuisine premier prix, le mini frigo ou la plaque pas incroyable, avec la superficie 2 chambres étant envisageable, 2 portes dans votre chambre, donc why not? Pourquoi pas faire une chambre dans le ballon d'eau chaude? Pourquoi pas, effectivement. Je suis méchant, je suis médisant. Après, je connais pas votre budget, et après, je pense que les plus grosses erreurs, à mon avis, étaient de ne pas prendre architecte. Ouais, moi, plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir été millionnaire. Je rigole. Mais le mérite, c'est d'avoir été fait par vous, et si vous vous sentez bien, à mon avis, il n'est que poussière. Bah oui, c'est bien de dire ça, hein. C'est bien d'avoir conscience que chaque avis peut être différent, et que voilà, entre ceux qui bossent et ceux qui parlent, bon voilà quoi, je rigole. Je vais pas la mettre celle-là dans le montage, voilà. Voilà, en tout cas, c'était la vidéo tant promise. En tout cas, je suis très content que la vidéo de rénovation marche, qu'elle fasse des vues et tout, parce que je suis content de partager cette expérience avec les autres. Et c'est moi-même ce type de vidéo qui m'a donné envie, le fait de le faire moi-même. Ça veut rien dire. Qui m'a donné envie de le faire moi-même. Et voilà, donc je suis très content de partager avec vous ça, et que ça vous fasse plaisir de le regarder, et que pourquoi pas, ça vous donne envie de faire pareil. Il faut beaucoup de motivation, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est la prise de tête. Hein, des fois, on n'arrive pas à dormir parce qu'on pense à un problème et on n'arrive pas à le résoudre. C'est tout ça. Mais bon, c'est aussi ça la vie. Hein, si tout était simple, ça serait trop facile. Donc voilà, superbe morale pour finir cette vidéo. En tout cas, je vous remercie du temps accordé une nouvelle fois. Et puis, à bientôt peut-être dans d'autres projets. Voilà, au revoir.